Hello! Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des auteurs et des autrices de polar et des anecdotes de leur vie personnelle parce qu'il y en a certains, leur vie aurait pu faire l'objet d'un polar, donc c'est quand même fou de se dire que des auteurs de polar ont des vies de personnages de polar. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par la lecture de cette BD qui est super chouette et c'est d'ailleurs cette BD et le fait que je sois bénévole au Quai du Polar qui m'a donné envie de faire toute une série de vidéos sur le polar au mois d'avril. Et du coup je vous ai fait un petit concentré d'auteurs et d'autrices et des anecdotes de leur vie personnelle qui font que on a l'impression qu'ils étaient prédestinés pour le polar ou qu'ils ont créé le fait d'être prédestinés pour le polar. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude parce que du coup, étant donné que c'est une vidéo avec des anecdotes réelles qui existent, c'est un petit peu scripté. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va quand même être agréable à regarder pour vous. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît. Et on est parti, on va commencer par la reine du crime, qui est aussi appelée la duchesse de la mort, la fameuse Agatha Christie, parce que Agatha Christie, au-delà d'être une grande autrice de polar, c'est une de celles qui a le plus vendu de livres dans ce domaine-là, c'est aussi un personnage assez mystérieux. Pour commencer, Agatha Christie, elle est très précise dans ce qu'elle met dans ses livres, notamment quand elle parle de poison, parce qu'elle a été pharmacienne pendant la Première Guerre mondiale, et donc elle connaît très bien les poisons et leurs effets, donc dès qu'elle utilise un poison dans ses livres, elle connaît très bien comment ça fonctionne. Et c'est fou parce qu'il y a même des thèses et des études qui ont été faites sur l'usage des poisons qu'elle a au fil de ses livres. Il y a vraiment une thèse énorme qui a été faite avec livre par livre quel poison il utilise. Mais le fait marquant dans la vie d'Agatha Christie qui s'apparente à un polar, c'est sa disparition mystérieuse. En effet, elle sera l'héroïne de sa propre disparition. En 1926, sa mère décède brutalement et elle est très touchée par cette mort. Et par la suite, elle apprend l'infidélité de son mari et ça va faire trop pour elle. Le 4 décembre 1926, on retrouve sa voiture avec les portières ouvertes et les phares allumés au bord d'un étang. Et dans sa voiture, on retrouve ses pièces d'identité, mais Agatha Christie n'est pas là. Et donc, on va partir à la recherche de l'autrice. Les moyens déployés vont être monstrueux. Il va y avoir plus de 15 000 bénévoles qui vont participer au battu pour essayer de la chercher. Et évidemment, étant donné que c'est une grande autrice de polar, il y a plein de théories qui se font, il y a plein de personnes emblématiques du polar qui se prêtent au jeu. Par exemple, il y a l'autrice Dorothy Sayers qui va participer au battu. Il y a également le fameux père de Sherlock Holmes qui va participer non seulement à la recherche de Agatha Christie, mais qui va également prendre contact avec une médium pour essayer de la retrouver. Et d'ailleurs, on va reparler de cet écrivain très prochainement dans la vidéo. Il y a vraiment des moyens monstrueux qui sont mis en place, et vu que c'est une autrice de polar, on se demande à quoi correspond cette disparition? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que elle a vécu des événements personnels traumatisants et elle décide de se suicider? Est-ce que c'est un coup de marketing pour son prochain livre? Est-ce que c'est une vengeance face à son mari qui la trompe? On ne sait pas vraiment. Et donc les recherches vont durer pendant une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, on la retrouve dans un hôtel. Et donc la police se rend à l'hôtel avec son mari. Et lorsqu'elle ouvrira la porte aux policiers et à son mari, elle ne reconnaîtra pas son mari. Donc, est-ce que c'est une perte de mémoire parce qu'elle était en une espèce de crise? Est-ce que c'est fait exprès pour se venger de son mari? Elle ne se prononcera jamais sur sa disparition, donc sa disparition reste encore aujourd'hui un mystère. On ne sait pas si sa disparition était préméditée, si c'était voulu, si... On ne sait pas quels sont les motifs de cette disparition, elle a décidé de ne pas en parler, à chaque fois qu'on lui posait des questions, elle ne voulait pas y répondre. Mais c'est un mythe qui va encore plus alimenter le gros mythe qu'il y a autour de cette autrice, qui est vraiment une figure incontournable du polar. Et d'ailleurs, il y a énormément de livres qui vont parler de cette disparition, soit des livres qui essayent de l'analyser, soit des livres qui par la fiction recréent cette disparition. L'année dernière, j'ai lu par exemple Le crime parfait d'Agatha Christie, La couve est trop belle, qui justement va mettre en scène Agatha Christie dans cette disparition-là. Et c'est un livre qui était plutôt chouette, j'avais surtout apprécié la couverture. Et donc il y a plein d'œuvres qui ont été écrites autour de cette histoire parce que c'est quand même fou pour une autrice de polar de disparaître. Et on a un autre auteur qui lui aussi a une vie digne d'un thriller, mais là on est vraiment un niveau au-dessus. Je vais vous parler de James Ellroy. James Ellroy, depuis son enfance, il lit des thrillers et des histoires de true crime, mais il a eu une vie vraiment pas facile et il aurait pu ne pas devenir l'auteur qu'il est aujourd'hui. Le 22 juin 1958, alors qu'il a seulement 10 ans, sa mère est retrouvée assassinée dans un parc de jeux et on ne retrouvera jamais la personne qui a tué sa mère.
James Ellroy n'était pas forcément proche de sa mère, ils avaient des relations compliquées, mais cette disparition, elle va quand même avoir un impact très fort sur sa vie. À partir de ce décès, il va plonger dans la délinquance, donc il va plonger dans la drogue, dans l'alcool, il va faire des petits méfaits, il va faire des cambriolages, etc. Et puis il décide d'arrêter tout ça et de s'engager dans l'armée, sauf que quelques années plus tard, son père décède à son tour d'une maladie. Finalement, il arrête l'armée et là va commencer une vie un petit peu précaire. Pendant une dizaine d'années, James Ellroy, il va vivre sans domicile fixe, il va vivre de petits méfaits, de cambriolage, de petits larcins, de quelques boulots par-ci par-là, de drogue, d'alcool, et il continue à lire des romans noirs, il nourrit son esprit de romans noirs, et finalement, il finit par publier un premier livre, et ça va être enfin la libération pour lui, et il va publier de plus en plus de livres. Et le livre qui va faire décoller sa carrière, c'est un livre qui est inspiré d'un fait divers qui s'appelle Le Dahlia Noir. D'ailleurs, pour une des vidéos de ce mois du polar, j'ai prévu de lire ce livre, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Et c'est à partir de là que sa carrière va décoller. Mais même s'il n'était pas très attaché à sa mère et qu'ils avaient des relations conflictuelles, il n'arrive pas à se remettre de ce crime. Et donc il va s'allier à un policier de Los Angeles à la retraite avec lequel ils vont essayer de mener une deuxième enquête. Et cette enquête va aboutir à un livre qui s'appelle Une part d'ombre. Et ce livre, c'est un récit autobiographique dans lequel il raconte la mort de sa mère, l'impact qu'elle a eu sur sa vie et cette enquête dans laquelle il va essayer de trouver le suspect. Malheureusement, à ce jour, l'assassin de sa mère n'a toujours pas été retrouvé. On l'a vu, il y a des auteurs qui ont une vie chaotique. Pour Edgar Allan Poe, sa vie a été plutôt tranquille, elle a été marquée entre autres par l'écriture de ses livres, mais c'est sa mort qui est un petit peu mystérieuse et sur laquelle on va s'attarder. Le 3 octobre 1849, il est retrouvé ivre, en détresse et un petit peu semi-conscient dans une ruelle près d'une taverne. Il est dans une tenue assez particulière parce qu'il est dans des vêtements qui sont trop grands pour lui et qui sont un petit peu déchirés et qui sont différents des vêtements qu'il a l'habitude de porter parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller très chic. Il est emmené à l'hôpital et il mourra quelques jours plus tard, le 7 octobre, des suites de cet état. Et en fait, les médecins vont conclure que c'est une congestion cérébrale, c'est-à-dire qu'il a ingéré trop d'alcool et de drogue, ce qui a conduit à sa mort. Mais il y a quelques éléments qui font que cette mort est très mystérieuse aux yeux du public et de ses proches. Et ces détails pourraient porter à croire que la mort n'est pas naturelle et qu'elle a été provoquée par des éléments extérieurs. Tout d'abord, c'est le fait qu'il a été retrouvé dans des vêtements qui sont différents de ceux qu'il porte habituellement. Il avait l'habitude de porter un costume en laine noire que tout le monde lui connaissait, et là, c'était pas ces vêtements-là, et au contraire, les vêtements étaient trop grands et très abîmés pour quelqu'un qui d'habitude était un petit peu tiré à quatre épingles. Mais surtout, avant de mourir, il aurait prononcé un nom, le nom de Reynolds, et en fait, il s'avère que depuis quelques jours, il était à Baltimore. On a perdu sa trace entre le moment où il est parti de chez lui et le moment où il est arrivé à Baltimore, et on l'a retrouvé au moment où il était inconscient. Reynolds, c'est un juge d'un des bureaux d'élection à côté duquel il a été retrouvé parce qu'à Baltimore, on est en pleine période d'élection du shérif. Et à l'époque, il y a une pratique qui était très courante qui s'appelle le coping, et le coping, c'est le fait de prendre quelqu'un au hasard dans la rue, de le droguer et de le battre et de le forcer à aller voter pour un candidat. Et on pense que c'est ce qui serait arrivé à Edgar Allan Poe parce qu'il était courant qu'on donne des habits différents à la victime afin qu'elle puisse aller voter et qu'elle puisse cacher ses blessures. Et donc on pense qu'il a été agressé et forcé à voter pour un candidat pour lequel il ne souhaitait pas voter, et qu'ensuite il a été abandonné dans une ruelle et qu'il est décédé des suites d'un produit qu'on lui aurait injecté pour le droguer. Il y a plusieurs hypothèses pour sa mort, soit il serait décédé d'une congestion cérébrale comme l'ont annoncé les médecins, soit il serait décédé d'une suite d'une de ses maladies, soit il serait décédé des suites de l'agression qu'il a subie. À l'heure d'aujourd'hui, sa mort reste mystérieuse et je pense qu'elle ne sera jamais résolue. On va retourner dans une enquête parce qu'on va parler du père fondateur de Sherlock Holmes, le fameux Arthur Conan Doyle. Cet auteur, il n'a pas vécu autant de drames que ceux qu'on a vus précédemment, mais il a une histoire particulière avec sa création parce qu'en effet, il n'aimait pas le personnage de Sherlock Holmes. À la base, il voulait écrire surtout des romans historiques, mais malheureusement pour lui, c'est les romans policiers qui ont fonctionné. Et donc, en 1893, il décide de tuer son personnage puisqu'il en a marre de Sherlock Holmes, il ne veut plus en entendre parler et il décide de tuer son personnage. Sauf que suite aux réactions du public qui sont extrêmes, parce qu'il s'avère qu'il y a certaines personnes qui pensent que Sherlock Holmes a vraiment existé, son éditeur le pousse à faire revivre le personnage, donc le personnage de Sherlock Holmes aura une petite pause pendant quelques années et puis il va revivre. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de Conan Doyle, c'est qu'en fait, il n'aimait pas son personnage, il n'aimait pas spécialement les romans policiers. Et pourtant, avec le succès de son personnage, il a été lui-même amené à résoudre des enquêtes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son implication dans l'affaire Oscar Slater.
Le 21 décembre 1908, Marion Gilchrist est retrouvée assassinée chez elle et elle a été également volée. C'est sa gouvernante et son voisin qui découvrent son assassinat parce qu'ils entendent des bruits et qu'ils vont voir ce qui se passe. Et ils croisent un homme dans le couloir qui quitte sa chambre au moment où ils vont la voir. Et c'est à partir de là que l'enquête se lance. Tout de suite, on va accuser un jeune homme qui s'appelle Oscar Slater. Oscar Slater, c'est un immigré juif allemand qui habitait pas loin de là et qui récemment a mis en vente une broche et a ensuite quitté le pays sous un faux nom. Donc évidemment, tout l'accable. C'est là que l'histoire devient floue parce qu'il y a des détails qui sont différents. Il y a des témoins qui affirment l'avoir vu, notamment le voisin et la gouvernante, mais pourtant il y a d'autres témoins qui affirment l'avoir vu dans une rue très loin au même moment. D'ailleurs, le bijou qui a été retrouvé, qu'il a vendu, n'est pas le bijou qui a été volé chez Marion. Donc il y a vraiment un manque de concordance entre les différents faits, mais on est quand même dans une période d'antisémitisme, donc évidemment c'est le premier suspect. En 1909, il est reconnu coupable pour le meurtre et il est condamné à mort, puis finalement ils vont modifier sa peine pour faire en sorte qu'il soit condamné aux travaux forcés à perpétuité dans une prison. Finalement, ses avocats vont faire appel et vont demander l'aide d'Arthur Conan Doyle pour essayer de résoudre cette affaire. Et donc en 1912, il va publier un livre dans lequel il prouve que Oscar Slater est innocent avec tous les éléments qui ne concordent pas et tous les éléments qui prouvent son innocence. Mais la police trouve que cela ne suffit pas à rouvrir l'affaire. En 1914, on a encore de nouveaux éléments mais qui ne vont pas permettre d'innocenter Oscar Slater. Le jeune homme est donc incarcéré depuis des années. En 1925, il envoie un appel à l'aide à Arthur Conan Doyle en lui disant de ne pas l'oublier et donc Arthur Conan Doyle est touché par ce message et va essayer d'en parler dans la presse et d'en parler à ses amis influents pour essayer de faire bouger les choses. Et finalement, c'est grâce à la révélation de la gouvernante en 1927 que les choses vont enfin bouger. La gouvernante avoue enfin qu'elle n'a jamais vu Oscar Slater dans le couloir et que c'était un autre homme. Et dans la foulée, un journaliste publie un livre avec la vérité sur l'affaire Oscar Slater qui va tout bouleverser. Grâce à ces nouveaux éléments, Oscar Slater sera relâché en novembre 1917 après 18 ans de peine. Finalement, il sera innocenté et il sera indemnisé pour tous les dommages qu'il a subis. L'assassin de Marion n'a pas été arrêté, mais il semblerait que ce soit l'un de ses proches qui était venu discuter avec elle de son testament, qui n'était pas d'accord avec elle et qui l'aurait assassiné de sang-froid. Donc voilà, Arthur Conan Doyle, qui pourtant n'aimait pas les romans policiers, n'aimait pas son personnage de Sherlock Holmes, a pourtant été considéré lui-même comme un détective. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses qui vous ont donné envie de lire les œuvres des différents auteurs. J'espère que vous avez bien aimé ce format et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dédiée au polar.